Je voudrais savoir ce qui vous énerve dans la vie quotidienne. Ce qui m'énerve dans la vie quotidienne. Je sais pas. Tout le monde m'énerve, hein. Les gens qui sont aigris, qui profitent pas de la vie. Après, je suis d'accord qu'il y en a qui se sentent tellement seuls que du coup ils sont énervés contre tout le monde. Et ils refoulent leur colère sur nous alors qu'on n'a pas forcément mérité ça. Dans le métro, c'est métro boulot dodo quoi. Il n'y a pas de sourire, il n'y a pas trop d'échanges quoi, c'est juste ça qui est dommage. Et c'est leur faute. On ne laisse pas descendre. Quand on sort du métro, qui dégage pas la sortie pour ceux qui veulent entrer. Oui, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Dans les transports en commun, on ne laisse pas descendre les gens. On bouscule tout le monde pour aller s'asseoir, que ce soit les jeunes, les vieux, toutes les races. C'est vrai. Pour aller jouer sur leur smartphone. Et puis les gens qui s'engagent en voiture des carrefours alors qu'ils ne peuvent pas dégager. Ça aussi, ça m'énerve. Des fois, le manque d'amabilité. Ouais. Mais en principe... Vous les trouvez pas polis des fois? Non, d'une façon générale, avec les personnes âgées, ils sont très aimables. Moi, j'ai déjà vu des jeunes maghrébins ou noirs me porter ma valise. Quand tu es pressé, tu es en retard, tu t'es levé en retard par exemple pour aller au travail et tu vois les gens devant toi, ils avancent pas, tu n'as qu'une envie de toi, c'est de courir, de tous les bousculer, tu peux pas parce que voilà, tu es dans la société, c'est normal. Mais c'est insupportable d'attendre derrière les gens. Les gens qui râlent tout le temps, qui sont jamais contents, qui râlent après tout. Les clients qui sont chiants. C'est un client qui râle tout le temps, qui n'est jamais content. Que c'est pas bon, que c'est cher, surtout par rapport au coût. Il commence à manger, ensuite il dit que c'est pas bon, on doit lui changer le plat. Oui, faire pipi dans la rue, oui, c'est vrai. C'est vrai, ça m'énerve. Là, c'est une bonne question. Ce qui m'énerve, c'est l'hypocrisie. Les formules de politesse, alors qu'au fond de soi, on pense exactement le contraire. J'en ai plusieurs, moi. J'ai déjà les personnes qui sont dans les queues de Franprix, tout ça, où tu mets 3 heures, les serveurs qui, bon, après c'est pas de leur faute, mais bon, c'est hyper énervant d'attendre à une caisse pendant 3 heures. Le manque de sourire. Voilà. Parce qu'il y a des jeunes, ils ont pas de sourire, rien. Bon, après, il y a plein de choses énervantes. Les gens qui te laissent pas passer au feu rouge, qui grillent un feu rouge, c'est énervant. Oh, les bus. Alors les bus. Les bus qui vous attendent pas, que tu es en train de courir après le bus et tu viens d'arriver, tu cognes à la fenêtre, ils se barrent. Les gens mal élevés, qui n'ont aucune éducation. Les vieux, surtout les vieux, qui mettent du temps à chercher leur monnaie, qui radotent tout le temps, qui mettent du temps à parler, à demander les choses. Les gens qui ne respectent rien, qui sont chez un commerçant, qui sont avec leur portable, qui n'arrêtent pas leur portable, je trouve ça vraiment très mal élevé. Les gens qui n'écoutent pas, de manière générale. Vous leur parlez puis vous sentez qu'ils n'écoutent pas. Un truc, c'est complètement anecdotique. Mais alors vraiment complètement anecdotique, mais ça m'énerve. C'est parce que je suis cycliste, je gare mon vélo dans la rue, j'ai un panier, et alors régulièrement, il y a des gens qui mettent leur papier dans le panier, c'est une poubelle quoi. Voilà. Non, mais il y a aussi des choses qui me font plaisir, tout ça, comme quoi, que je sais pas, comme vous rencontrez comme ça, de façon inattendue. C'est gentil ça. Voilà, je sais pas, je connaissais pas Télébocal, donc je vais me renseigner. Nous sommes dans la salle à la mairie du 20e arrondissement. Je crois qu'aujourd'hui, ça doit être l'investiture des élus, si je ne me trompe pas. C'est la séance qui va élire la maire et ensuite l'ensemble de son équipe d'adjoints. Voilà. On va savoir qui s'occupe de quoi à la fin de cette matinée. Parce que la maire, je pense qu'il n'y a pas de surprise. Bonjour. Bonjour. Ça va? À partir d'aujourd'hui et pour les 6 années qui viennent, nous avons l'honneur et la responsabilité, mes chers collègues, de servir le 20e arrondissement et ses 200 000 habitants. La convocation comporte l'ordre du jour suivant: élection du maire d'arrondissement, détermination du nombre d'adjoints au maire d'arrondissement, élection des adjoints au maire d'arrondissement. La ville Assouline. À voter. Julien Largeton. À voter. À voter. Nous allons procéder au dépouillement et pour cela, nous allons faire une pause de 15 minutes.
Madame Calandra-Frédéric a obtenu 33 voix. Madame Calandra ayant obtenu la majorité absolue, elle est proclamée maire du 20e arrondissement. Mesdames et messieurs, chers concitoyens et concitoyennes du 20e arrondissement, je souhaite évidemment en tout premier lieu vous exprimer l'immense bonheur qui est le mien et remercier extrêmement chaleureusement toutes les électrices et tous les électeurs du 20e arrondissement qui ont participé au scrutin des élections municipales des 23 et 30 mars dernier, quel qu'ait été leur vote. D'arrêter le nombre des adjoints à la maire du 20e arrondissement à 16 et de voter à main levée sur ce chiffre. Donc je vous consulte, mes chers collègues, qui est pour, qui est contre. Donc, première adjointe, Florence de Massol, en charge de la démocratie locale, du budget participatif, des espaces verts, de la nature. Thierry Blandin, personnes âgées, liens intergénérationnels, mémoire, monde combattant, correspondant au poste. Epelsi et Para, adjoint au sport. Mohamed Gassama, adjoint à la propreté et à l'international. Frédéric Guerrien, métropole, intercommunalité, économie sociale et citoyenne. Charlotte Keller, affaires familiales, sociales et protection de l'enfance. Affaires scolaires, réussite éducative et rythme éducatif. Emmanuel Riquier, vie associative, droits de l'homme, accès aux droits, égalité femmes-hommes. Loïc Michi, commerce, artisanat et métiers d'art. Marinette Bache, accueil des usagers, modernisation de l'administration, affaires funéraires. Jacques Bouclier, comité local d'urbanisme. D'aspect politique de la vie des quartiers populaires. Anglaise, vie étudiante, recherche, enseignement supérieur. Abdelaziz Koundan, foyer de travailleurs migrants et lutte contre les discriminations. Nathalie Lacroix, culture et centre d'animation. Nous allons soumettre la liste au vote du Conseil. Madame Alcher Sylvie. Monsieur Assouline David, Madame Vache Marnette, Monsieur Barton Julien, Monsieur Baudrier Jacques, Monsieur Blandin Thierry. La liste d'adjoints que j'ai proposée au vote a donc obtenu 33 bulletins favorables. Alors, je vais à présent avoir le plaisir d'appeler un par un les adjoints, de leur remettre leur écharpe, ce qui va permettre aux amis, familles et copains de pouvoir les prendre en photo. Alors, première adjointe, Madame Florence de Massol, à la démocratie locale, au budget participatif, espace vert, nature, préservation de la biodiversité. À présent, j'appelle Thierry Blandin, personnes âgées, liens intergénérationnels, mémoire, monde combattant, correspondance. Karim Géline, adjointe à l'écologie urbaine.
Je pense que pour Madame Calandra, c'est son 2e mandat et c'est aussi son 4e mandat d'élu, car elle était élue, nous étions sur la même liste en 1995, où elle était adjointe au maire, et en 2001, elle est devenue adjointe au maire de Paris. Donc c'est une belle progression, ça devient une femme d'expérience et je pense qu'à elle et son équipe, on peut faire confiance. Émouvant, c'est mon premier, donc émouvant. Moi, c'est tout ce que je peux dire. Mais moi, ce qui me frappe dans ce conseil, c'est qu'il y a énormément de jeunes femmes et je trouve que c'est bien, il y a de nouvelles têtes et je suis contente de voir la participation de la jeunesse. Moi, je suis très contente, en tout cas, très émue que ça soit le Parti socialiste qui a été réélu dans le 20e arrondissement. Je suis aussi contente que le parti de gauche fasse partie aussi de la donne. Parce que c'est toujours important pour la démocratie de secouer un petit peu le cocotier à ce niveau-là. Parce que dans un arrondissement comme le 20e, voilà, c'est toujours la gauche qui passe. Et je trouve que c'est important qu'il y ait du débat et j'espère qu'il sera démocratique. Moi, je pense qu'il y a des perspectives intéressantes. Je pense qu'il y a plein de jeunes qui sont arrivés. Et je pense que c'est vraiment... Moi, je y crois beaucoup à cette nouvelle mandature. Voilà. Donc, je suis convaincue qu'on va arriver dans une période difficile, hein, on est bien conscient. Je suis sûre qu'ils vont arriver à se battre pour ce pourquoi on les a élus finalement. Voilà. Mandela dans l'espace. D'accord, Encore aux négociations de couloir auxquelles nous n'avons pas été associés à la CGT. On l'apprend par la presse. Ça y est, c'est fait, c'est dit, l'accord a été trouvé. Il y a un déni de démocratie, la démocratie est bien malade dans ce domaine-là aussi. C'est toujours la même chose depuis qu'on se croise depuis un petit moment. C'est-à-dire qu'on continue à se battre, il y a des déclarations qui sont faites mais qui ne changent pas grand-chose. Le protocole a été signé. Là, c'est les services administratifs de l'UNEDIC qui rédigent comment est-ce que le protocole doit être appliqué. Là, on a un vrai moyen de pression, c'est qu'avec le remaniement ministériel, le ministre du Travail fait partie des signataires, quand il était député, de ceux qui ont signé ce qu'on proposait. Donc là, on met la pression sur le ministre du Travail pour qu'il ne donne pas l'agrément à cet accord et pour que justement on puisse retourner négocier sur la base de ce que nous on propose depuis plusieurs années. La lutte continue, comme pour l'instant le gouvernement n'a pas encore validé les accords, donc on essaie d'influer pour que cet accord soit refusé par le gouvernement. Dernier point important, il est fort possible que le 6 mai devienne une journée d'action importante parce qu'il est question que les fameuses modifications soit, c'est ce qui est dans la presse, soit l'objet d'une réunion le 6 mai qui pourrait avoir lieu au MEDEF. Donc du coup, là-dessus, on aura peut-être l'occasion, j'espère qu'on le saura très vite, mais il faut se tenir prêt, l'occasion d'organiser soit manif, soit rassemblement. Et à ce titre, nous avons déjà fait plusieurs actions avec nos camarades postiers du 92 qui sont en grève depuis maintenant 85 jours, si je ne dis pas de bêtises, 87. Et du coup, je vais leur donner la parole. Tout d'abord, on a mené un certain nombre d'actions en commun. Voilà, on les a menées sur les bureaux de poste au Louvre, où il y a encore 2 jours à Vaugirard. Notre grève, elle est partie effectivement il y a 87 jours sur les questions de précarité. Pas parce que sur le bureau de poste de Rueil-Malmaison, pas pour défendre sa tournée ou son régime de travail, mais parce qu'il y avait 4 collègues qui étaient en contrat unique d'insertion, en CDD, en contrat de professionnalisation. Et la direction, une fois qu'elle avait bien pompé toutes les subventions, et derrière, elle n'embauche pas. Il y aura une journée importante le 17 mai
qui est la journée européenne de résistance et des alternatives. Donc voilà, il faut venir voir, il y aura plein d'associations et ça va être sympa. On n'a pas le sentiment que le gouvernement de Valls sera plus dynamique pour contrer les méfaits du MEDEF. Non, vraiment pas, non. Tout ça, c'est la gauche renonçante. C'est la gauche qui ne respecte pas ses engagements quand elle était dans l'opposition. Donc c'est une gauche qui ne produit rien, aucun progrès social. Là, on est plutôt dans une période plus difficile en termes de mobilisation, c'est les vacances scolaires. Non, c'est un mouvement qui doit se redensifier, se redynamiser, mais on lâche rien pour l'instant. On est peu de monde. Regarde autour, fais un panoramique. Fais un panneau, regarde, il y a 150 personnes. C'est pas assez. Il faut qu'on avance là, il faut que ce qu'on revendique, c'est-à-dire l'étude du dossier qu'a fait le comité de suivi, des gens ont travaillé, des sénateurs, des députés de tous bords se sont penchés sur l'intermittence du spectacle, ont prouvé que le protocole de 2003 n'amenait que peu plus de précarité dans un pays qu'il y en a tous les jours. Ce rapport, il est là. Nous demandons à ce qu'il soit regardé, étudié, travaillé. Autour d'une table, au boulot. C'est tout, c'est tout. Voilà, c'est bon. Rien du tout. Ah bon? Toi aussi? Non, je ne suis pas du tout d'accord avec la politique qui est menée par Hollande et Valls. C'est clair que c'est tout contre les salariés, abaissement de la protection sociale, plan d'austérité, baisse des missions de service public. On est dans la remise en cause de ce qui devrait être une politique de gauche. On est dans une époque où la politique qui prévaut, c'est la suppression de l'intervention publique. Et l'intervention publique, à nos yeux, c'est une façon justement de garantir l'équité entre tout le monde, entre tous les citoyens ou non citoyens, enfin tous les citoyens du monde, parce qu'il faut faire en sorte d'arriver à ce que la politique, ça se fasse pas comme la confiscation des biens publics au profit de quelques-uns. Mais c'est un combat permanent pour la réinventer aussi, parce que faut pas c'est faux de dire qu'on est tout le temps en défense. Alors on est en défense parce qu'on est puissamment attaqué, mais on invente des choses, il faut inventer des droits nouveaux. C'est-à-dire que effectivement il y a un modèle qui est celui des années 30, on n'est plus dans le même. C'est sûr qu'il y a des gens qui n'auront pas forcément de CDI toute leur vie dans la même boîte. Mais il faut pouvoir inventer par exemple des droits attachés à la personne et plus attachés au contrat de travail. Et là, si dans ces cas-là, tu as des droits, tu peux dans ces cas-là changer de travail toi à ta propre volonté et pas être soumis à l'arbitraire d'un patron. Et de plus en plus, les embauches aujourd'hui à la Poste se font avec tout le panel des contrats d'IED qui en réalité sont des contrats précaires. Genre contrat unique d'insertion, genre contrat d'avenir, genre contrat de professionnalisation et genre CDD. La question c'est surtout ce que disait Caroline, quoi, c'est comment tu donnes confiance que la lutte ça sert à quelque chose. Je crois qu'à chaque fois qu'on relève un peu la tête et qu'on essaie de contester ce qui nous arrive, on prend un peu confiance, quoi. Et justement c'est ça l'idée aujourd'hui, c'est entre autres de se faire entendre. Parce que beaucoup de gens en fait ont peur de se mobiliser ou se disent bon il n'y a plus d'intérêt parce que de toute façon vu comment va le système on peut rien faire contre ça, alors que si en luttant on peut aider à ce que des choses changent. Il y a des gens qui n'osent pas encore, mais il faut arriver à les convaincre et leur montrer que c'est possible, et je pense que c'est vraiment aux créateurs, aux artistes, aux personnes qui sont dans ce domaine-là de marcher devant et puis que les autres suivent. Avec ou sans papier, solidarité, chômeurs, précaires, intermittents, intérimaires, sans papier, attention, je te tiens. Allez, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on y va, on y va, on pousse. Vous nous encerclez pas comme ça. Doucement. Non, arrêtez. Non, oh, ça a pété là. Allez, putain, c'est clairement, il y a eu des coups de matraque, il y a eu des gazages,
Il y a eu des coups au sol, il y a eu des coups de poing. Là, ils pouvaient faire autrement, c'est une évidence. Là, si tu veux, je crois que le gouvernement de gauche a les matraques qui ont le même goût que celui qui précédait. Moi, je fais partie des postiers en grève depuis 87 jours. On les voit souvent, ils ont rarement été de notre côté, pour ainsi dire jamais. Donc, des coups, on s'en est pris quelques-uns. Et il faut admettre que jusque-là, justice n'est pas faite. Il y avait aussi à la sortie du métro, juste à la sortie du métro, le cordon de CRS pour essayer de nous arrêter. On a poussé, on a réussi à casser le cordon, on est passé, mais sur les côtés, les CRS ont essayé encore d'attraper un ou deux manifestants. On a eu des coups de poing de CRS qui visent les manifestants dans la tronche, et puis derrière les collègues CRS qui viennent avec les matraques, et puis ils balancent une grenade lacrymogène. On a tous bien pris, mais heureusement on a été un peu sauvés par le vent, ils étaient du mauvais côté du vent. On t'a blessé toi, t'as pris un coup? Oui, c'est juste en voulant passer, il y a un CRS qui m'a... Un petit coup de poing? Un petit coup de poing, voilà. Mais gentiment, quoi. Bah bien sûr, comme un CRS. Mais il a laissé une marque quand même. Ouais, voilà. L'idée c'était de faire revendiquer nos droits en posant une banderole, tu vois, c'est tout. Moi, je ne sais pas, j'ai entendu ministère du Travail, banderole à poser. Voilà, un truc pacifique. C'était ça, oui, d'aller tranquillement devant le ministère du Travail. On va faire une assemblée générale ici pour voir ce qu'on décide. La parole à Denis. Oui. Bon, alors, le projet c'était de rentrer au ministère du Travail, mais de toute façon c'était évidemment difficile. J'ai eu le directeur de cabinet de Rebsamen, le directeur du ministre du Travail, pour lui demander un rendez-vous, à ce qu'il nous reçoive. Alors évidemment il y a une condition que je lui ai donnée, c'est qu'on ne soit pas encerclé et que donc on puisse circuler. Évidemment ils ne nous laisseront pas accéder à la rue de Grenelle, mais qu'évidemment on puisse circuler. Il y en a qui doivent partir, et puis il y a eu des gazages alors qu'on est venu pacifiquement, on n'a pas déclenché de violence de notre côté. Ce qu'on propose, à ce qu'il y ait une délégation qui soit reçue, évidemment ce qu'on va aller porter, c'est le fait qu'on demande le non-agrément du texte, ils sont au courant, mais on va le redire. Et puis ceux qui peuvent rester peuvent avoir le retour de la délégation. Donc voilà où on en est. Parce que là, on discute avec le ministère, très bien, mais c'est avec la police, il faut qu'il y ait acceptation d'arrêter de nous encercler. C'est complètement stupide. On ne va pas de toute façon accéder au ministère. Donc il faut que là, il y ait une négociation qui se fasse directement avec la police pour demander à ce que l'encerclement il cesse. Voilà. S'ils arrêtent de nous encercler là, le seul chemin dans lequel on peut aller, c'est le métro. Et donc se barrer. Donc c'est bon, ils ont gazé, ils ont gagné, c'est fait. Et s'ils disent qu'en fait, ils veulent nous laisser là et que c'est l'humiliation jusqu'au bout, bon bah moi je suis pour qu'on discute de comment on s'organise pour aller vers le métro, quoi. Très bien, Gaël. Bon, est-ce qu'il y a une représentante ou un représentant des forces de l'ordre qui veut bien venir discuter avec nous et qu'on envisage la suite? On peut être totalement fixé. C'est bon, vous avez reçu? D'encercler les CRS qui encerclent les copains, je trouve ça pas mal, moi. Pas mal ça. Pour l'instant, on n'est que deux, c'est un peu limite. Ouais, mais... C'est une stratégie différente. Ils veulent nous encercler, encerclons-les. Les copains, on est avec vous. Tu sais, il y avait écrit Pascal 22. Et je sais pas qui est votre surveillant. On avance les gars, Moi je suis... Je veux sortir de la manif. Mais c'est quoi ce délire? Regardez Je sais pas. la démocratie comme elle est belle. C'est quoi ce délire? C'est pas du détail là. Pourquoi la police m'ordonne de rester là? On les ramène derrière. On remonte là-bas, monsieur. Allez, on remonte tout le monde vers le barrage là. Mais... N'importe quoi. Très bien. Eh bien, on avance, allez, on avance. Allez, va, pas de pute là. On avait cassé le système en dessous tout à l'heure, c'est vraiment pas sympa. Je vous le dis. Soyez des gens honnêtes, soyez des gens bien. Vous cassez le matériel qui coûte cher à des gens qui sont pauvres et qui se battent pour les droits de vos familles et de vos proches. Sachez-le. On part sur une dispersion en bon ordre. Personne. Laisse passer 5 par 5. On y va, monsieur. C'est parti. Okay. C'est parti, les 5 personnes. Moi je sors pas maintenant. Ils sortent 5 par 5.
5 par 5. Allez-y monsieur, s'il vous plaît. Restez s'il vous plaît. C'est parti les gars. Vous avez déjà 10 Ça fait déjà 10. Ça compter jusqu'à 10. Que signifie LOL? LOL, je sais pas, ma petite fille elle dit ça, LOL, je sais pas. Elle le dit. Je sais pas, c'est un truc internet, losing, je sais pas quoi. Laughing and... non, je sais plus. Ça fait un petit délire. Mais sinon dans la vraie vie, ça fait un peu débile de dire LOL comme ça. Mais il y en a qui l'ont plein. Hein. Molle, non. Je vois pas. C'est quelque chose d'extraordinaire. LOL. C'est parfait. LOL. LOL. Alors là, j'ignore complètement. C'est quoi ce mot-là? Ces trucs de jeunes, c'est du style tout va bien. Enfin, c'est. Ah, peut-être que. C'est tout. J'ai entendu, moi c'est MDR en anglais. Non, c'est pas MDR. Non, LOL, c'est loath of. Enfin, c'est rire et sourire, un truc comme ça. Joie et bonheur. On va dire l'équivalent de joie et bonheur. LOL, laughing out loud. Et que signifie tu me canules? Tu me canules. Par contre, ça, c'est la première fois que j'entends ça. Hein. Canule. Alors. Tu me canules. C'est plutôt un mot grossier ou non, à votre avis? Avant de faire un lavement, quand on demande à sa copine si elle peut nous mettre la canule dans le cul, non? Tu me canules, aucune idée. Me calcule, oui, me canule, non. Tu me canules. Tu me câlin, câlino. C'est le petit câlin, c'est ça? Canule? C'est quelque chose de bizarre. Tu me saoules, hein, un truc comme ça. Tu me prends la tête. Ça veut dire que tu me barbes. Tu m'embêtes sans doute. La capitale de la Roumanie. Non, je ne sais pas. Mais Quelque chose. c'est Transylvania, non sais. Bulgaria, je sais pas. Zagreb. Sofia, non, that's Bulgaria. Ah, alors c'est Budapest ou Bucarest? Bucarest. Que signifie Amberlucoquet? Ça veut dire que... Rouler dans la farine. C'est Berlusconi quand il prend trop de coke et que voilà quoi, il fait des trucs pas cool. Donc c'est devenu un mot en Italie et avec l'accent c'est Amberlucoquet. Berlicoté, ça veut dire mélanger le tout. Coquette. Amberlucoquette. Alors, amberlificoté, oui. Amberlucoquet, non. Amberlucoquet, non, non idée. Enfin, rouler un peu dans la farine, non? Amberlucoquet? C'est quelque chose de coquillage. Enturbané, tromper, tricher. Se faire avoir, un truc comme ça. Sans embrouiller quelqu'un. Que signifie postéromanie? Postéromanie? C'est un peu difficile. Si c'est à cause de Roumanie, c'est un peu... C'est une manie qu'on a depuis un certain temps, sans doute. Roumanie. Postéromanie, bonjour. Ah, il va falloir que je demande à mes clients au secours. Hein, je sais pas, tous ceux qui gardent les culs des filles ou les filles qui gardent les culs des gars. Je sais pas, moi, que ce soit des flatulences. Je suis atteint de double postéromanie en fait, parce que j'adore les posters, mais que de postérieur. Donc c'est une mise en abîme du poster postérieur et si possible postérieur à l'invention du poster. Donc c'est une manie pas très répandue mais qui coûte très cher. Le fait peut-être la manie de quelqu'un qui est toujours en train de poser. Voilà, je pose devant la caméra, donc je suis un postéromaniaque. De l'argot là, c'est pas du français là. Oh, ça me dit rien. Qu'est-ce qu'un pantophile et l'êtes-vous? Un pantophile, c'est quelqu'un qui est sexuellement attiré par les pans. Une sorte de maladie, pantophile. Quelqu'un qui aime bien les pantoufles. Comment dire, hystérique, je sais pas. Pantophile? C'est comme un mime? Non, c'est une personne qui, I don't know, qui jouait avec les mouvements? Non, peut-être ça.
Aimer la nature, non? Ça pas un truc avec chlorophylle? Pantoufle. Pantoufle. Les petites chaussures. Qu'est-ce que veut dire zlataner? Mettre une rouste. La tennis, c'est quelque chose avec or. C'est quand tu fais un truc dingue et que ça marche. Zlataner, je sais pas, répéter, rabâcher. C'est en référence avec Ibrahimovic. Zlataner, c'est son jeu de jambes, je pense, non? C'est un peu tiré par les cheveux, hein. Je pense satanique, like, qui aime les Satan, Satan. Faire acte d'indélicatesse, de violence, passer en force, on va dire. Tu veux récupérer le numéro d'une belle fille dans la rue et elle te le donne, tu l'as trop zlatané, quoi. Juste par la pensée. C'est ça, c'est zlatanesque. Alors, nous sommes à la gare Montparnasse et on fait un petit rassemblement contre les écrans publicitaires. Dire qu'on en a marre de la pub, tout simplement. Non, c'est pas de l'art, c'est du matraquage, c'est pas la réalité. La pub, c'est des images qui sont retouchées sans cesse. Est-ce que ça incite les gens à acheter des trucs qu'ils n'ont pas forcément besoin? C'est la réalisation d'un de mes vœux les plus chers depuis des années, c'est-à-dire la jonction, la collaboration tout au long d'une journée des différentes chapelles de l'antipublicité. Donc s'il y a 90 personnes et si le collectif est d'accord, ce qui n'est pas sûr, je barbouillerai. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le barbouillage dégradant. Ça ne m'intéresse pas personnellement de mettre du blanc d'Espagne sur les panneaux, c'est gentil, c'est beau, mais ça ne m'intéresse pas. Ce que j'aime moi, c'est dégrader les affiches publicitaires, les panneaux qui eux-mêmes dégradent le paysage. Voilà. Donc en quelque sorte, ce faisant, je regrade le paysage et je m'appelle gradiste. Ça dégrade par les quantités qu'il peut y avoir, par les surfaces aussi qu'il peut y avoir, par les hauteurs qu'il peut y avoir. Bien entendu que ça dégrade tant dans le paysage urbain que rural. Ces écrans, c'est pour nous l'abomination totale de la publicité, c'est-à-dire que c'est lumineux, ça bouge et donc personne ne peut ne pas les voir. En fait, c'est même plus intéressant pour eux si on ne la regarde pas vraiment, parce qu'il y a un concept qui est peu médiatisé mais qui s'appelle la publicité ambiante. Quand on ne regarde pas une publicité mais qu'on la voit quand même, on a plus de chances d'avoir ce logo qui s'imprègne dans notre cerveau. Parce que là, on avait des écrans en papier qui nous cachaient la vérité. Maintenant, on a des écrans numériques qui en plus consomment de l'électricité. Ces écrans sont non seulement une nouvelle manière d'avilir les esprits, mais aussi une nouvelle manière d'espionner les citoyens. Ils contiennent chacun 2 caméras qui, pour l'instant, ont été interdites par la CNIL. Ce sont aujourd'hui plus de 1400 écrans qui ont été installés. Chaque écran consomme 1 kW, soit l'équivalent de la consommation énergétique de 7 citoyens. Je me demande d'ailleurs, par rapport aux épileptiques, est-ce qu'ils ont étudié si ça pouvait les déranger plus ou quoi, voilà. Moi j'aimerais que l'affichage soit réduit et qu'on arrête d'inciter les gens avec des milliers de messages par jour à consommer. 57% des franciliens sont favorables aux revendications des reposeurs à une réduction de la taille des affichages publicitaires dans le métro à une taille de 50 par 70 cm. Ce qui est la taille réglementaire pour les associations. On nous a dit qu'il y a un appel du 18 juin. Donc on est... Et voilà, on nous a dit qu'il y avait une surprise place du 18 juin. On a besoin de réconfort. Donc ce qui me ferait plaisir, c'est qu'il y ait un peu moins de publicité à Paris. Sincèrement, là on peut gagner. S'il y a bien un truc qu'on peut gagner, c'est bien les écrans. Moi j'y crois complètement parce que c'est quelque chose qui est une aberration. Non à la pub! Ouais! Arrêtez l'agression publicitaire! CAC 40, 30% de bénéfices, 30% de publicité, non, 60% de cachis. C'est magnifique, on retrouve un peu d'espace de liberté et d'expression, plutôt que de voir les affrosités publicitaires.
consommer, acheter. On m'avait dit qu'il y avait une bonne nouvelle et que j'allais être récompensée d'avoir attendu sous la pluie. Et ben voilà ma bonne nouvelle. Alors ça c'est sympa, merci les gars. C'est une place qui porte le nom d'une occupation, hein, ou plutôt du début d'une résistance. Et bien voilà, ça la publicité, c'est une autre forme d'occupation. Et cet acte qui est commis sous nos yeux, c'est un début de résistance. Enfin, une prise d'action qui est très signifiante. Écran noir, ouais! La publicité, ça paye les médias. Ça veut dire que ça paye une propagande insidieuse qu'on nous présente dans les télés, qu'on nous présente dans les journaux, qui sont financés par la pub. Donc nous, qui travaillons et qui finançons ça, c'est 60%. C'est nous qui les produisons. C'est moi qui les produis. Et donc, je produis et je refuse de contribuer à ce gâchis-là. C'est émouvant parce que j'aimerais qu'ils soient tous couverts comme ça. J'étais sur le parvis parce qu'il y a une très très belle vue depuis le parvis et le parvis. Et donc voilà, je faisais un peu de tourisme et j'ai vu des copains en bas et je suis descendue dire bonjour aux copains. Comme d'habitude, un sentiment de voler. J'encourage tout le monde à faire la même chose, c'est absolument délicieux et très amusant. Les pompiers sont là, ils vont sûrement enlever la banderole, ils sont venus voir si tout allait bien. Alors, en tout cas, ils la laissent pour l'instant, donc ça ne doit pas les déranger tant que ça. C'est beau! C'est beau! C'est beau! Ouais, c'est beau! Elle a été cassée par la bâche volontairement, donc je vous prie de remettre la bâche immédiatement. Et je pense que les gens valent beaucoup mieux que ce qu'on les fait devenir à travers la pub et la consommation. Alors nous sommes à la Gare du Nord et c'est le rendez-vous de plusieurs collectifs qui luttent contre la publicité dans le métro et contre les écrans surtout. C'est la journée anti-écran. Journée qui s'inscrit dans le cadre d'une mobilisation nationale contre les écrans publicitaires. Donc il y a des gens mobilisés aussi aux quatre coins de la France. Justement pour demander que cette liberté d'expression, en tout cas de celle des publicitaires, respecte ce qu'on appelle la liberté de réception. En gros, la liberté de réception, c'est quoi? C'est le corollaire de la liberté d'expression. Merci à l'aide de résistance à l'agression publicitaire. Le fait qu'on n'ait aucune liberté de ne pas regarder ou de regarder ce qu'on nous présente dans le métro, les technologies qu'ils emploient captent systématiquement le regard. Et à moindre marché en regardant systématiquement ses pieds, forcément on perçoit de la publicité et on ne peut pas s'échapper. Il y a d'abord le fait qu'elles sont souvent illégales. Elles dépassent les dimensions autorisées. Donc déjà, quand nous faisons des procès, eh bien nous les gagnons. Voilà. Deuxièmement, dans bien des cas, elles massacrent les paysages, elles massacrent regardez près de la Sainte-Chapelle, vous irez voir, c'est une catastrophe. Alors il y a un autre méfait, c'est que ça travaille sur le subliminal. Si qu'on utilise des images, par exemple l'image de la femme, le corps de la femme qu'on utilise à des fins à des fins de la foutre à poil. L'image de la femme, moi je dis pousse au viol, pousse au voile. Parce que du coup on les enferme, parce que les hommes deviennent trop excités, enfin je sais pas, il y a la caricature un peu quoi. Donc on nous dit de faire attention à votre consommation d'énergie. Par contre les écrans, eux, peuvent consommer énormément et les s'allumer toute la journée, la nuit. Le Parti Socialiste n'est pas du tout friand d'aller réduire massivement la publicité à Paris. On a également essayé de faire en sorte qu'il puisse y avoir plus de panneaux d'expression libre pour contrebalancer et ça ils sont contre aussi. Plusieurs collectifs sont rassemblés pour lutter contre l'envahissement des écrans, particulièrement de toute la publicité, mais surtout des écrans lumineux qui sont extrêmement énergivores. Joignez-nous parce que Ça vous procure quoi de faire ça? Du bonheur! Ça fait du bien? Ouais, ça soulage! C'est très jouissif quand même, voilà, ça fait du bien quoi. De pouvoir se défendre face à ce matraquage permanent, voilà. C'est tellement hallucinant tous ces écrans partout que mettre un petit peu de blanc d'Espagne sur une action comme ça, c'est vraiment pas grand chose. Et je trouve ça hallucinant qu'on puisse pas aller au bout en fait. Pour toi c'est une action citoyenne? Ouais. Et puis là franchement c'est.
veux dire, tout le monde devrait le faire en fait. Prendre un pinceau et du blanc d'Espagne. Ils veulent me verbaliser, mais pas nous arrêter. Merci la police. Non, c'est pas dégradant. C'est papier Kraft. Crédit n'est pas mort, toi aussi. Moi j'adore la pub. Moi je ne vis que par la pub. Regardez, la Hugo Boss, tout ça, les marques, c'est vraiment génial. C'est ça qui me fait vivre. C'est ça ma foi aujourd'hui. Quand vous arrivez dans une gare, vous avez l'œil qui est immédiatement attiré par lui. Les écrans, c'est hypnotique. Alors, c'est pas la peine. C'est pas la peine. On a autre chose à penser. On dépense un argent fou. On est en train de comment je vous dirais, mettre ça dans la tête de tout le monde. Et on a trop. Et des enfants aussi. Il n'y a aucun affichage culturel, on aimerait voir des phrases de philosophie, des tableaux de grands maîtres, je sais pas, de la culture, de la connaissance du savoir, et on est tout le temps sollicité par la société de consommation. Cette manifestation est super chouette et du coup les reposeurs et le réseau à l'agression publicitaire seront présents le 17 mai dans la journée européenne des résistances et des alternatives qui se tiendra à Place de la République et une grande marche festive pareil avec la fanfare des invisibles. Voilà, au nom de toutes les associations qui luttent contre l'envahissement publicitaire, nous vous remercions et vous disons à bientôt pour une autre action joyeuse et positive. C'est Tchernobyl Day. C'est le mariage du lobby nucléaire, avec les élus. Alors aujourd'hui vous avez en face de vous la future mariée, ici, et puis le futur marié. Donc nos élus qui se sont engagés auprès des lobbies en général de toute façon, et précisément le lobby nucléaire. En ce moment en Europe se négocient des lois pour qu'en cas d'accident, on n'hésite pas à augmenter le seuil de contamination, tout simplement comme à Fukushima, on passe de 1 à 20 millisieverts, c'est comme ça, magique. Je pense que c'est une très belle union qui va porter de nombreux fruits, qui va amener la prospérité et un bonheur pour les années à venir. Et quand on voit ces jeunes gens radieux, vraiment rayonnants, je crois que c'est le mot qui s'impose. On ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. Qu'il y ait des catastrophes, Fukushima, il y en aura d'autres, et après tout c'est la vie. C'est l'indépendance de la France, l'indépendance énergétique, c'est ce mariage, c'est grâce à ça que vous payez l'électricité la moins chère d'Europe, grâce à ça et grâce à EDF bien sûr. Parce que c'est une technologie propre, qui ne pollue pas, et avec le retraitement des déchets en fait, on assure tout le cycle du combustible, donc rien n'est perdu. Et dans le retraitement des déchets, il faut savoir, voilà, l'Andra qui s'occupe de ça, on est des fois mis en cause un peu. Je crois on ne se rend pas bien compte des enjeux. Bien sûr, on enfouit les déchets, on nous reproche de ne pas les traiter. Alors voilà, on ergote, on ne traite pas, on les enfouit, on balaye sous le tapis. Dans quelques siècles, nos enfants auront trouvé les solutions et là, ils se débrouilleront avec. Effectivement, quand il y a un nuage nucléaire, il contourne la France. Tout le temps. Du coup, le Parlement européen réfléchit à augmenter le seuil, le plafond de la radioactivité tolérable en Europe à 100 millisieverts, alors qu'il est actuellement de 1 millisievert. C'est pourquoi nous, aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour dire qu'il faut que l'Europe s'engage dans une véritable transition énergétique. Nous, en Europe, nous ne voulons pas être le prochain accident nucléaire. Aujourd'hui, le lobby du nucléaire intervient de façon masquée, par exemple en créant le CEPEN, le Centre d'études sur l'évaluation de la protection dans le domaine nucléaire. C'est quand même choquant de confier aux industriels du nucléaire la mission d'évaluation des risques qu'ils produisent. Et en effet, ils ont tout intérêt à cacher la réalité
pour continuer à bénéficier des budgets recherche. Il y a une transition à faire, mais c'est vrai que c'est une industrie, enfin une forme d'énergie qui est absolument dégueulasse. Donc on peut pas, il y a le risque d'accident et il y a les déchets. Et puis de toute façon la gestion elle-même avec les travailleurs que ça a exposé au nucléaire, et c'est pas possible de continuer comme ça. Mais maintenant les solutions pour sortir du nucléaire, c'est d'abord réduire la consommation d'énergie, principalement, et puis faire le maximum pour des énergies renouvelables, notamment le solaire. Et surtout, nous, notre grande crainte, c'est qu'aujourd'hui, nos centrales sont vieilles, elles n'ont plus de la moitié à plus de 30 ans, elles ont été construites pour 25 ans, et le risque est là aujourd'hui. Déjà, à Fukushima, Tchernobyl, c'est l'horreur d'imaginer que ça puisse arriver. Ah non, ça peut pas arriver en France. Non, c'est vrai, non, c'est vrai. Et puis, surtout, les nuages s'arrêtent à la frontière. Ça contourne la France. Voilà. Autour de Tchernobyl, il y a 80% des enfants qui sont malades. Ah, là d'accord. Alors là d'accord. Pouvez-vous nous commenter l'anagramme, monsieur? J'ai du mal avec le français. Ne vous inquiétez pas, nous maîtrisons la situation. C'est bien. Nous allons fabriquer un grand couvercle que nous allons mettre sur la centrale. Et il faut se rappeler que le risque zéro n'existe pas, mais qu'il n'y a eu aucun mort pour le nucléaire en France. Elle irradie avec brio cette magnifique entreprise qui est Areva, bravo. Et puis, je voulais dire aussi que si vous ne voulez pas revenir à l'ère de la bougie, alors il faut faire confiance à ceux qui ont étudié. Le nucléaire c'est vachement bien, moi tous mes profs ils me disent que c'est super, c'est le progrès, c'est vraiment le progrès, c'est l'avenir de la France et c'est nos emplois, enfin le mien surtout. Et alors, donc voilà, il faut vraiment aller à fond là-dedans, bah oui. Donc messieurs les élus, on compte sur vous pour promouvoir cette énergie, laissez faire ceux qui ont étudié et ceux qui savent, ceux qui ont la science. Voilà, vous ne comprenez rien, nous on sait ce qu'il faut faire. Désolé, mais on a un timing, alors messieurs les industriels qui savent tout, c'est toujours comme ça, chaque fois qu'on avance des arguments constructifs, on nous interrompt. La censure n'est pas là où on croit. C'est scandaleux. Des bolcheviks. Fin 1986, le secrétaire général de l'AIEA, Hans Blix, déclara « Tchernobyl n'a pas causé plus de morts que le match de football du Heysel il y a un an ». Oui, tout à fait. Et nous avons des preuves, des éléments chiffrés. Vous voyez ce que ça fait les radiations? Non, c'est vrai.